On commence les parties près avec vous. Route réunion ce matin à l'Élysée sur le narcotrafic. Il y a également eu des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale après plusieurs drames liés au narcotrafic. Et pour voir où nous en sommes, vous vous êtes demandé si on pouvait dire qu'en France, il y a des cartels, il y a du narcoterrorisme à proprement parler, et vous répondez oui, nous en sommes là. Alors, on prononce en effet beaucoup de mots forts sur cette question du narcotrafic, et on a raison. Mais certains sont justifiés, et d'autres peut-être pas encore, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est une forme de décryptage, si vous voulez, que je vous propose à l'aune de l'actualité. Prenons le premier mot, narcoterrorisme. Celui-là, c'est incontestablement ce que nous vivons désormais. L'assassinat il y a quelques jours de Mehdi Kessassi, le petit frère d'un militant associatif contre le fléau du trafic et engagé politiquement, en est la preuve terrible. Ces obsèques se sont déroulées d'ailleurs cet après-midi sous haute surveillance, car on pense que les membres de la mafia qui l'auraient exécuté, surveillaient aussi les participants à ces obsèques. Et c'est évidemment le but des criminels, renforcer la psychose, décourager ceux qui les dénoncent, et nombre d'entre eux d'ailleurs demandent une protection et parfois se retirent temporairement de ce combat. Alors, à l'issue de la réunion organisée à l'Élysée ce matin, écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était évidemment pas un règlement de compte classique comme on pouvait malheureusement en déplorer dans le cadre du paysage de la lutte contre le trafic de stupéfiants, et que c'était manifestement un crime d'intimidation. Et d'ailleurs, plusieurs personnes autour de la table ont évoqué le fait qu'il y avait ici un point de bascule. On voit bien que l'action qu'on mène fait mal aux trafiquants, et que donc forcément il y a une riposte, et cette riposte, c'est d'essayer d'intimider. Intimider en effet, parce que c'est une forme de message direct envoyé à l'État de la part d'une organisation qui lance une forme d'avertissement au pouvoir. Cet assassinat d'un membre de la famille d'un militant associatif et politique, c'est la première fois que c'est répertorié dans l'histoire criminelle de la France. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de narcoterrorisme, et qu'aujourd'hui le président Macron comme le Premier ministre n'hésitent pas à utiliser une comparaison pour la lutte contre ce phénomène. Écoutez. Nous avons une action qui va du local à l'international. Et donc, pour ce volet-là, l'approche que nous avons adoptée sur la lutte contre le terrorisme est celle que nous continuons de décliner. Le narcotrafic, aujourd'hui, pourrit la vie de certains quartiers, tue des enfants, mais il a son épicentre, en tout cas des complicités, parfois au bout du monde. Voilà, donc ça c'est pour le mot narcoterrorisme. Moi je vous dis, on y est en effet. Mais ça nous conduit du coup au deuxième mot, le cartel. Et il s'agit en effet aussi, non pas le narco-État, mais le cartel. C'est ce deuxième mot qu'il faudrait qu'on voit, parce que là aussi, je dirais, oui, il y aurait cartel, parce que les spécialistes considèrent que c'est maintenant une organisation bien structurée, qui ressemble de plus en plus aux groupes qui sèment la terreur en Amérique latine ou dans d'autres pays européens, comme les Pays-Bas. Le journaliste indépendant spécialiste de la criminalité, Frédéric Ploquin, dans l'émission C'est ce soir, hier, et disait, oui, on peut parler de cartel. Ils recrutent des narcotueurs sur les réseaux sociaux, ils se répartissent les marchés, ils fixent les prix ensemble, c'est une organisation de la même façon. Et Jean-Michel Verne, qui a écrit un livre sur la mafia, sur DZ Mafia, ce groupe, il a écrit Inside DZ Mafia, dit oui, il y a une évolution. Ces gangs des cités ont d'abord été placés sous la tutelle des forces marseillaises traditionnelles, mais maintenant ils se sont émancipés, ils ont créé leur propre filière d'importation et sont en capacité de faire venir des quantités phénoménales de drogue en France. Et ils sont tous sur une forme d'égalité et ils forment une forme de joint venture du crime. Prenons les autres mots. D'abord, le mot narco-État qu'on a vu il y a un instant. Là, qu'est-ce que c'est ? Un narco-État, c'est un État dans lequel les trafiquants de drogue exerce un pouvoir direct sur les responsables politiques ou économiques. Et là, je serais un peu plus réservée quand même. Je pense que, heureusement, on n'en est pas tout à fait là. Ça implique aussi une corruption
à plusieurs niveaux, des dockers aux gardiens de prison ou même des personnels judiciaires. Et c'est vrai, ça existe. Et c'est vrai que ça existe, évidemment. C'est pour ça que on peut pas parler de narco-État. Là, on parle effectivement de pays d'Amérique latine. En Belgique, il existe ce débat. Les gens disent sommes-nous un narco-État ? Aux Pays-Bas, sommes-nous un narco-État, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est le cas en France aujourd'hui. Mais attention, il faut évidemment il y a des brèches, mieux. Il y a des brèches, etc. D'ailleurs, l'autre mot qui revient aussi, c'est que celui qu'on a entendu, de mexicanisation. Le mot de mexicanisation, c'est-à-dire le fait que effectivement les trafiquants installent leurs lois sur une région toute entière. Et là, c'est la même façon. Je dirais c'est encore une forme de slogan. Pour le moment, attention, mais c'est une menace réelle et la situation s'aggrave. En revanche, on peut pas dire que l'État reste inactif. Il a multiplié les opérations antidrogue et Laurent Nunez l'a expliqué. 2000 mises en examen à Marseille, dont 900 en détention, moins 30% d'homicides, moins 50% de points de deal. Alors on peut dire c'est un bilan intéressant, mais quand vous savez qu'il y a 200 000 personnes impliquées dans le trafic de drogue, vous vous dites que 2000 personnes, c'est évidemment une goutte d'eau. Et c'est des progrès qui sont accomplis, que reconnaissent les policiers, qui disent par exemple que le ratissage sur le terrain au quotidien permet d'éviter que le métier de guetteur, vous savez, les petites mains, soit quand même de plus en plus difficile à recruter. Et ça, c'est un constat qui est intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un travail chronophage de policiers qui sont sur le terrain 24 heures sur 24 sur les points de deal. Et c'est une pieuvre parce qu'aujourd'hui, elle s'étend pas seulement à la ville de Marseille dont tout le monde parle et auquel tout le monde pense, mais à beaucoup de villes moyennes, à beaucoup de petites villes. Et c'est ce facteur-là qui fait que ça devient de plus en plus difficile à endiguer. Merci beaucoup. C'est très intéressant de passer par les mots pour savoir effectivement où on en est de ce phénomène de narcotrafic. Merci beaucoup, Ruth. François Langlais, votre parti pris ce soir, c'est une menace qui semble se préciser. Peut-elle se produire ? Vous nous dites la bulle de l'IA, de l'intelligence artificielle. Attention, c'est du sérieux. Oui, la cocotte minute siffle. On voit le petit machin qui tourne de plus en plus vite. En fait, les inquiétudes se multiplient sur les niveaux de valorisation de la bourse, de la part des acteurs des marchés financiers eux-mêmes, et puis d'un certain nombre d'observateurs, de gestionnaires de fonds, et notamment un certain nombre de ceux qui avaient prévu les derniers cracks, et qui disent attention, c'est dangereux, particulièrement aux États-Unis, où les niveaux des cours boursiers plus élevés qu'ailleurs en proportion, et particulièrement dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui suscite, comme toutes les nouveautés, un enthousiasme extraordinaire de la part des investisseurs, parce que, comme toujours, quand une nouveauté arrive, on imagine que son développement va être extrêmement rapide et généralisé. Ça n'est jamais la réalité, hein. Mais même si c'est vrai à 20 ans, ça n'est jamais vrai sur les horizons qu'imaginent les boursiers. Le symbole de ça, c'est l'entreprise Nvidia, qui est une entreprise américaine qui fabrique des puces, dont on a déjà plusieurs fois parlé sur ce plateau. Les puces qui sont le cerveau de l'intelligence artificielle. Et son cours a tellement progressé qu'elle vaut aujourd'hui 4 000 milliards d'euros. Alors, c'est-à-dire, c'est plus que le PIB français. C'est énorme. Elle a perdu jusqu'à un peu plus de 2% aujourd'hui. Ça s'est redressé tout à l'heure. Les crypto-monnaies sont également victimes du même phénomène. Le Bitcoin a perdu 12% sur un mois. Il valait 80 000 euros tout à l'heure. Et il y a quelques jours, il y a un homme dont la parole est très importante qui s'est prononcé, c'est Robert Shiller, vous savez, qui est un prix Nobel d'économie 2013, professeur d'économie éminent, qui écrit des livres passionnants sur la psychologie et l'économie. Et alors, il a calculé, il a un indice, on l'appelle l'index Shiller. Je pense qu'on va le voir s'afficher à l'écran. Il recalcule la valeur des actions en fonction des bénéfices réels que font les entreprises. Et à partir de là, il l'a fait sur une très longue période, sur plus de 150 ans. Là, on voit le graphique depuis le début de l'année 1900. On voit qu'il y a très clairement 3 pics qui se détachent. Le premier, c'est 1929. C'est la première déformation. La deuxième, c'est 2000, au moment du krach boursier Internet. Et la troisième, vous voyez qu'on est tout proche désormais de 2000, mais on est même à un niveau
calculé par l'indice de Shiller, supérieur à 1929. Toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment, puisque l'économie n'est plus la même. En 1929, c'était la radio qui déclenchait l'engouement de la spéculation, parce qu'on imaginait là aussi que les profits allaient être formidables. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez que les chutes ont été très importantes après. Rappelons-les, après le pic de 1929, chute de 83%. Et après le pic de l'an 2000, celui d'Internet, moins 49%. Comment s'expliquent ces bulles ? Par un phénomène d'anticipation psychologique classique, qui fait que d'abord vous avez toujours intérêt à avoir tort avec tout le monde plutôt qu'avoir raison tout seul, parce que les cours montent, vous dites c'est pas raisonnable, sauf que si vous ne prenez pas le train, eh bien vous ne vous enrichissez pas. Et on a connu ça, c'est l'histoire des bulles de tulipes au XVIIe siècle aux Pays-Bas. On est exactement dans le même phénomène. Ces bulles, elles explosent toujours à partir d'un phénomène en général contingent qui déclenche exactement le même mécanisme psychologique, mais à l'inverse, et tout le monde vend de façon irrationnelle. Quelles conséquences ? Le secteur concerné est asséché, il y a des faillites, et dans les cas les pires, évidemment, ça impacte le secteur bancaire, et donc ça contamine la croissance. On n'en est pas là. Non. Mais il y a un signal d'alerte. Merci beaucoup François. On va surveiller ça de très près. Les conséquences seraient dramatiques. Amnouch Chalmani, la réaction d'Israël à l'adoption du plan aux Nations Unies, du plan Trump pour Gaza, vous a frappé et vous dites hypocrisie ou cynisme? Alors, pas seulement Israël, parce que j'ai commencé à regarder Israël, mais au fait, c'est un peu tout le monde. Donc, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté par 13 voix pour et 2 abstentions, la Russie et la Chine, bien entendu, la résolution américaine endossant le plan d'ensemble de Donald Trump pour Gaza, qualifié d'historique, évidemment, par la délégation américaine. Cette résolution transforme donc le plan de 20 points de Donald Trump en un mandat international. Alors, rapidement, pour rappeler ce que c'est que ce plan, c'est un conseil de la paix, présidé par Trump, évidemment lui-même, et dont Tony Blair fait partie, et qui va superviser la reconstruction de Gaza, son financement, jusqu'à ce que l'autorité palestinienne mène à bien son programme de réforme. Une force internationale de stabilisation, l'ISF, déployée à Gaza, et où il n'y aura pas que des Occidentaux, il y aura des Azerbaïdjanais, des Indonésiens et d'autres, comme le précise l'ambassadeur américain Mike Waltz. Un comité technocratique palestinien composé de Palestiniens et d'experts internationaux, le retrait progressif des forces israéliennes tout en gardant une présence périmétrique de sécurité et, là, accrochez-vous, c'est là où ça devient très confus, peut-être, on ne sait pas, une voie crédible, c'est le terme utilisé, vers l'autodétermination. Et voilà comment c'est formulé. Une fois que l'autorité palestinienne aura scrupuleusement exécuté son programme de réforme et que la reconstruction de Gaza aura progressé, les conditions seront alors peut-être réunies pour que s'ouvre un chemin crédible vers l'autodétermination palestinienne et la création d'un État palestinien. Et c'est logique. Je veux dire, tant que, imaginez que là, il y a des élections et que le Hamas, groupe terroriste et sanguinaire, qui gagne, c'est, j'allais dire, on remet une pièce dans le jukebox et c'est reparti pour la violence. Donc, ma question, donc, quand je lisais ça, c'est de quoi ce vote, quasi unanime, et le non. Et la première image qui m'est venue, c'est une sorte de vitrine où tous les acteurs, ou ceux qui se voudraient acteurs, jouent leur numéro de claquette pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Alors là, pour Donald Trump, évidemment, qu'il est extrêmement content parce que c'est voté par le Conseil de sécurité alors qu'il est englué dans l'affaire Epstein, c'est du nom du prédateur sexuel et financier grand copain de la terre entière, qui menace évidemment sa présidence. Alors c'est quand même, cette affaire lui a déjà coûté le soutien de sa plus grande fan, Marjorie Taylor Greene. L'affaire Epstein, qui était vraiment sa première fan. MAGA n'est pas content. Trump l'appelait elle. Pendant la présidence Biden, pour lui dire comment diriger en plein milieu. On la voyait dans la Chambre des représentants répondre à Trump, si vous vous souvenez. C'est dire Fidel qui s'est retourné à cause d'Epstein. Et donc la base MAGA pure et dure tremble. Donc forcément, après le vote du Conseil de sécurité, alors là sur Trou Social, là Donald Trump, il avait une autoroute, donc il y est allé avec hyperbole et majuscules compris. Félicitations au monde pour l'incroyable vote du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques instants, reconnaissant et endossant le Conseil de paix
en majuscule qui sera présidé par moi. Donc, c'est dire à quel point il est content. Par moi, Emmanuel Macron n'est pas en reste. Il s'est positionné comme un acteur central de ce processus. Le 9 novembre dernier, il a reçu Mahmoud Abbas, représentant de l'autorité palestinienne à Paris, pour discuter de la pleine application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le communiqué présidentiel qualifie Abbas de président de l'État palestinien, étant donné que la France a reconnu l'État palestinien en septembre 2025, mais mobilisation diplomatique spectaculaire, certes, mais il n'empêche, je continue à préciser que l'influence de la France est dérisoire dans le plan américain et que tout cela ressemble à une énorme entreprise de communication et un grand numéro de claquettes dont Emmanuel Macron commence à avoir l'habitude. Plus il chute dans les sondages à l'intérieur et plus il fait des claquettes à l'extérieur. Quant à Netanyahou, il navigue dans un équilibre précaire entre plusieurs impératifs contradictoires. Sa coalition gouvernementale n'a jamais été aussi fragile. Il doit rassurer ses partenaires d'extrême droite qui sont quand même, pour rester poli, assez hystériques, en l'occurrence Ben Gvir et Smotrich, et des électeurs du Likoud à qui il a promis un contrôle total sur Gaza et l'annexion d'au moins une partie de la Cisjordanie. Mais tout ça tout en feintant Donald Trump dont il a absolument besoin. Résultat, sa tactique, ça a été par exemple de publier sur X un post que en anglais, pas traduit en hébreu, qui ne s'adresse donc qu'aux Américains, qu'à l'international et en particulier à Trump. Nous pensons que le plan du président Trump mènera à la paix et à la prospérité car il insiste sur la démilitarisation complète, le désarmement et la déradicalisation de Gaza. Israël tend la main à tous ses voisins, porteurs de paix et de prospérité. Ne reste plus que les États arabes, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Égypte, Jordanie, Turquie, Pakistan, Indonésie, qui eux sont pris entre leur opinion publique de plus en plus proche de la question palestinienne et qu'ils ont eux-mêmes nourri d'antisémitisme et évidemment la réalité géostratégique, géopolitique qui vivent et où Trump est indispensable. Résultat des courses, ce vote est une imposture collective. Hypocrisie ou cynisme. Un peu des deux. Et imposture sûrement. Un peu des deux. Merci beaucoup. Très sévère parce que c'est très intéressant quand même cette chose. Et on y reviendra. À noter quand même que le Hamas a dit par contre que c'était un plan qui était... N'oubliez pas, 20h40, la grande confrontation avec David Pujadas qui reçoit Raphaël Glucksmann face aux Français et ensuite un débat Glucksmann-Zemmour dans le courant de la soirée. Merci à tous les trois d'avoir animé 24 heures ce soir. Il est 20h.